quand je te dis au début, j'avais 19 ans. Attends, mais donc à 19 ans, c'était quoi le projet de vie avant que tu te fasses arrêter sur la route? Soit être un grand bandit, soit être un homme d'affaires. Coyote, ça m'a fait exploser, en fait, et c'est ça la chance. 23h35, alerte BFM, les avertisseurs de radar seront illégaux demain. Ok. Et je tombe sur des chercheurs et de ça qui disent, mais en fait la vision c'est 70% de notre activité cérébrale au quotidien. Les caméras, ça peut faire des trucs de malade. Maintenant tu t'organises, tu vends Coyote et tu montes 22 et t'en fais la boîte de ta vie. Le jour où le process s'est passé et tout ça, on s'est envoyé 2-3 messages. Et avant que ça sorte dans la presse, quand il m'a dit que c'était vendu 1 milliard et quelques, là, je me suis dit waouh, pour un GPS communautaire, prison dorée encore longtemps où je m'ouvre au monde. Donc tu vends tout. Ouais. Tout, 100%. Et ensuite, j'ai reposé quelques millions d'euros sur 22 parce que j'avais vraiment cette vision de faire l'OS de la vision future pour aider l'humanité à mieux voir ou en tout cas à ne plus se concentrer sur les tâches répétitives et basiques, tu vois. 22 a fabriqué un produit logiciel qui s'installe derrière les caméras existantes de sécurité ou des nouvelles et permet d'analyser le flux vidéo. Tu lui demandes ce que tu veux, un peu comme tu demandes à ChatGPT. Mettons dans un port, dis-moi quand il y a le bateau numéro tant qui arrive, dis-moi quand il a déchargé 18 conteneurs. Et en fait, tu peux tout voir là où tu n'as pas le temps d'aller voir. Et aujourd'hui, on a atteint le niveau de reconnaissance de l'humain. Tu as déjà refusé des gros contrats? Oui, c'était pour de l'armement. Ok. Moi, je me suis imposé de faire les plus grandes choses qui étaient possibles pour mon petit cerveau. Voilà. William, super content de te recevoir aujourd'hui. Pareil, merci beaucoup. Je t'en prie, j'ai plein de sujets à évoquer avec toi. Évidemment, il y aura un gros focus sur l'IA, c'est l'actualité du moment. On en parlait juste avant qu'on commence l'épisode. En ce début de semaine, il y a eu le sommet sur l'IA à Paris. Ouais. Tu as été présent là-bas, tu me raconteras un peu ce qui s'est passé. Yes. Quelles sont tes perspectives sur ce sujet et surtout tu me parleras de 22. Mais avant ça, vraiment, il y a un sujet entrepreneurial qui m'intéresse beaucoup. Parce que tu t'en es servi. Chez toi, parce que je m'en suis servi et parce que finalement, tout le monde sait ce que c'est qu'aujourd'hui un coyote. Oui. Et tu es l'un des architectes de ce succès. Donc j'aimerais bien savoir un peu comment savoir comment t'en as arrivé là, aussi jeune aussi, parce que c'est une aventure entrepreneuriale que tu as menée relativement jeune, dans laquelle tu es sorti. Et il y a plein d'histoires à raconter sur ça. Ça m'a permis de rebondir, voilà. J'ai appris plein de choses à l'intérieur. Mais c'est venu, au tout début, en fait, je me suis fait arrêter par la police. J'étais sur les quais à Bougival et je roulais à 100 au lieu de 50. Là, gros contrôle laser, on est en 2004, c'est le début de Sarkozy et des jumelles ultralight. Et je me fais choper et le flic qui m'arrête est un jeune. Et il y a vraiment une file d'attente pour récupérer ses amendes. Et là, le jeune, il me fait, mais tu sais, tu pourrais acheter, parce que tu es en jeune permis, j'avais eu mon permis genre il y a 2 jours, tu vois. Ouais. Tu sais, tu pourrais acheter des avertisseurs de radar. Je lui dis, c'est quoi ça? Et en fait, le soir, alors te moque pas, j'animais une radio à Marly qui s'appelait Yveline Radio. Et donc, du coup, je faisais mes petits talk shows le soir et je me suis dit, vas-y, tu vas faire une émission sur les avertisseurs de radar. Et à l'époque, il y avait Inforad, c'était des marques qui résonnaient, tu mettais à jour sur ton ordinateur pour avoir les emplacemles, on va dire... privilégiés des gens. Ouais, voilà, mais où ils sont tout le temps, où ils sont pas du tout, tu vois, ça sonnait tout le temps. Mais il n'y avait pas le mec d'en face qui roulait, qui t'avait fait les appels de phare, non? Je vois que tu connais. Ouais. À l'époque, c'est comme ça que ça marchait. Ouais, exactement. Et du coup, je me dis, c'est pas mal son truc. Donc, je fais l'émission de radio, je contacte du coup les fabricants, et là, j'ai une petite idée, c'est bien la radio, mais je vais monter un petit magasin. Donc, je me suis pris le 75 bis boulevard de Clichy, 12 mètres carrés de surface de vente, 1 300 € par mois, bail précaire, je rentre, je paye 3 mois. Et du coup, je mets mes petits avertisseurs de radar que j'avais précommandés à mes collègues que j'avais invités à l'émission radio. Et je commence à vendre. Donc, je vais sur les forums auto, j'essaye de créer ma petite page web, etc. Et là, ça prend. Donc, je vais plus vite, 1 an, 2 ans, je finis avec 4 magasins, un à Lyon, où je suis parti l'ouvrir pendant 6 mois, un à Marseille, un à Bordeaux et un à Paris, plus un site web, et j'étais un des plus gros revendeurs avec Fnac, Darty et Feu Vert. Ah ouais. Ouais, donc du coup, ça marchait bien. Et un jour, j'ai quelqu'un qui rentre dans le magasin et qui me dit «
mais William, t'es un peu la mascotte des avertisseurs de radar, ce serait intéressant que, voilà, je vais sortir un truc qui va s'appeler Coyote, j'ai l'idée, j'ai le concept, donc il me l'explique, et c'était Fabien Pierlot, l'inventeur de Coyote, avec qui je me suis associé, du coup, parce que j'ai fermé Anti-Radar, j'ai foncé avec lui chez Coyote. Au début, je m'occupais des magasins, donc pareil, comme j'avais fait les magasins Anti-Radar, je déployais les magasins Coyote, et au fur et à mesure, tout m'intéressait. Mais quand je te dis au début, j'avais 19 ans. Attends, mais donc à 19 ans, c'était quoi le projet de vie avant que tu te fasses arrêter sur la route Soit que tu changes en te disant, vas-y, c'est bon, je vais prendre un magasin Soit être un grand bandit, soit être un homme d'affaires. Ah ouais. Et en fait, petit, j'ai grandi à Nanterre et j'ai fait un peu des bêtises quand j'étais petit. Et je me suis retrouvé plusieurs fois en garde à vue. Et un jour, en garde à vue, je me suis dit, mais attends, t'es pas trop con, c'est con quand même de foncer avec tous tes potes là, et ils vont tous finir soit morts, soit en prison. Donc du coup, fais quelque chose de bien. Et j'avais une jolie fille aux yeux bleus qui me demandait de sortir avec elle, et je me suis dit, prends le droit chemin, quoi. Sors avec elle, construis des choses, et c'est venu de là, en fait. Et c'est devenu ta femme ? Ouais, toujours. Ah, génial, ça. C'est la mère de mon fiston Noah, enfin tout, en fait, s'est réglé ce jour-là, où j'ai décidé de construire des choses, et j'ai commencé par la radio, parce que la musique m'intéressait beaucoup, je faisais beaucoup d'électro, j'enregistrais tout le quartier en rap français, et donc du coup, tu vois, d'ailleurs encore aujourd'hui, j'essaye de participer dans les labels de mon quartier, et donc du coup, j'ai toujours un pied dedans. Et la musique, si, sur un malentendu, on a fait un tube quand même. Sur un malentendu, voilà. Sur un malentendu, en fait, j'étais en radio chez Fun. J'entends Gwen Bro, le directeur d'antenne, hurler et dire ouais, mais ils font chier ces Français, ils font que de la musique électronique avec des paroles en anglais. Du coup, nous, on dit vas-y, on va faire une musique électro avec des paroles françaises. Ça a donné Disco Beach, C'est beau la bourgeoisie, qu'on a sorti et qui a cartonné, quoi. Ça fait un tube. Bon, je vais l'avoir en tête toute la journée maintenant. C'est pour la fête, voilà. Après, c'était notre partie un peu commerciale, ça qu'on a fait. Donc ça, c'est passé. Ensuite, j'ai enchaîné avec Anti-Radar. Attends, avant qu'on passe là-dessus, il y a quand même un truc qui me... Et j'avais pas prévu de parler de ça, mais il y a quand même un message qui est quand même génial que tu nous portes, en nous disant, au lieu de faire des bêtises et de rester un peu dans l'écosystème dans lequel j'étais, je me suis décidé d'aller faire autre chose et de me dire, je vais construire quelque chose, je vais devenir entrepreneur. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen pour faire en sorte que les uns et les autres, enfin ceux qui sont dans ces quartiers, on va le dire, on va pas utiliser de pincettes ici, puissent se réaliser vraiment? Ouais, mais moi je m'appelle William, moi je suis blanc et j'ai une tête qui passe bien aussi. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de copains où ils ont essayé dans l'entrepreneuriat, mais ils ont fini à monter des grecs, des ambulanciers, des trucs comme ça. C'est difficile pour eux. Les portes ne sont pas autant ouvertes. Moi, tout le monde m'a toujours... Enfin, je suis élevé, on va dire, très gentiment. C'est-à-dire je suis un mec sympa. Je passe bien, donc du coup ça m'a beaucoup aidé aussi. Je pense que l'entrepreneuriat c'est essentiel pour s'en sortir d'endroits où tu ne corresponds pas au moule de la réussite. Cependant, le chemin est, j'ai l'impression, un peu plus dur quand t'as pas des quick wins comme moi. Coyote, ça m'a fait exploser en fait, et c'est ça la chance. Et c'est marrant parce que j'aime ce côté-là dans le sens où ce qui m'a fait exploser, c'est un truc rebelle un peu, tu vois, c'est avertir des flics. C'est carrément rebelle. Mais d'ailleurs, c'est tellement rebelle qu'on a failli mettre une croix sur ce business. Tu peux nous raconter ce truc? 23h35, alerte BFM, les avertisseurs de radar seront illégaux demain. Ok, comité interministériel de la sécurité routière et Guéant prononce l'arrêt de la légalisation de ce genre de produit. Donc du coup, nous on dit c'est dégueulasse, on détecte pas les ondes, c'est de la communication entre les gens, c'est l'ère où le téléphone portable est là, donc on dit c'est ni plus ni moins qu'une puce GPS qui te localise et un GSM qui te permet d'échanger. Donc que tu dises que tu as vu quelqu'un avec les yeux bleus ou quelqu'un habillé en bleu, c'est kiff-kiff. Et là, tu as le législateur qui t'a dit, attendez, on arrête le jeu. Fermé. Vous nous avez eu. Nous, on s'amuse à se mettre dans des endroits où vous n'allez pas nous avoir. Vous avez trouvé le moyen de nous avoir. On était trop efficace. On vous interdit. Exactement. Et là, tu te dis, mais attends, je vais tout perdre. Ouais, mais je suis inconscient à l'époque, j'ai 22 ans.
Donc du coup, tu vois, je comprends pas. Je vois qu'on fait des associations, je vois du lobbying qui arrive, je vois qu'on ferme l'avenue de la Grande Armée, il y a BFM qui est là, on signe des pétitions, on est 600 000. Donc ça, c'est la communauté finalement qui s'est rebellée. Parce que c'est très communautaire, parce qu'un truc de rebelle comme ça... Oui. Et t'avertis, dès que tu vois un radar, t'appuies sur un bouton, ça le dit à tous les autres derrière. Donc oui, c'est communautaire par principe. Ouais, donc d'un seul coup, il y a ta communauté qui se lève et qui va se mobiliser. Et ça te donne de la force ? Exact, énorme. Alors déjà, moi, je me dis, waouh, c'est ouf ce qu'on est capable de... Parce que la fin, c'était, attention, l'État, et surtout la droite qui est au pouvoir. Parce que nous, on pèse pour 1,5% de vos élections. Ça serait bête de rater quand même vos élections à cause d'une polémique politique autour de Coyote. Et ça, toi, tu dis ? C'est pas moi, c'est Fabien qui prend les devants parce qu'il a 10 ans de plus que moi. D'accord. Donc moi je suis derrière, j'essaie de tout organiser en bac, je ramène les meilleurs des utilisateurs pour qu'ils parlent à la télé, on fait ça à la boutique avenue de la Grande Armée, enfin voilà, j'essaye. Donc grosse opération de com, grosse opération de lobbying. Protocole d'accord. Jusqu'à temps que vous vous retrouvez dans le bureau de Claude Guéant. Exactement, pour le protocole d'accord où on propose 3 choses, de plus appeler un radar mais une zone, de plus prévenir exactement de l'emplacement où il est parce que c'était un peu ostentatoire. Mais à 50 mètres près, ouais. Voilà, c'est ça, avec toujours un peu... Bon bref. Et le troisième truc, c'est le truc qui m'amène ici aujourd'hui, c'est M. Guéant, il nous dit afficher la vitesse de limitation de la route à vos utilisateurs sur le Coyote. Et nous, on dit pas de problème, donnez-nous la base de données. Donc, en gros, on s'arrange pour le truc. Les gros mots anti-radar, on les veut plus. Donc c'est très politicien. On vous laisse œuvrer quand même, parce que quand même, on voudrait pas perdre nos électeurs et ça commence à foutre le bordel et ça nous intéresse pas et on veut passer la page. Ouais. Par contre, rendez votre outil pédagogique en nous donnant aide à la conduite, en donnant la vitesse de limitation. D'accord. Et là, je lui dis, si vous me donnez la base de données, moi, je vais pouvoir faire matcher la base de données avec la cartographie, et il n'y a pas de problème. Mais monsieur, on n'a pas de base de données. C'est de l'ordre de la commune pour les routes communales, quand la région... à Guéant, quand tu lui dis base de données, il te regarde, il te dit « Pardon, monsieur, de quoi parlez-vous » Non, c'est méchant parce que en fait, il y a quand même beaucoup de gens autour de lui et tout ça, tu vois, voilà. Mais en vrai, ils n'ont rien. Et c'est bluffant. C'est la même chose. Donc, et c'est peut-être pire, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, du coup, là, tu te retrouves embêté parce que c'est un des... en tout cas, c'est l'argument principal pour être à nouveau autorisé derrière. On a quand même un business à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui fait bosser 500 personnes avec une communauté d'1 million de personnes derrière, tu vois. Donc, c'est toujours pas ouvert à cause de ça. Donc là, pour la petite blague, on commence à regarder toutes les vitesses de passage moyennes sur la carto de nos Coyotes pour voir quelles seraient à peu près les vitesses. Bon, tout le monde est 20 km/h au-dessus, 30 km/h au-dessus. Donc, nos utilisateurs, à l'époque, roulaient vraiment vite. Et ensuite, je découvre la vision par ordinateur. Et c'est là où je regarde avec le DSI à l'époque de Coyote les différentes entreprises qui détectent les panneaux grâce aux caméras. Et là, je tombe sur une boîte israélienne qui s'appelle Mobileye, qui est un peu connue maintenant. Et Attends, tu dis un peu connue maintenant, elle s'appellerait pas Waze par hasard ? Non, ça c'est après. Mobileye, c'est une boîte qui s'est vendue 17 milliards de dollars à Intel. Ah bon ? Et c'est eux qui font tout le soft de la DAS. Donc c'est les véhicules autonomes qui détectent finalement devant eux, etc. 17 milliards, elles sont vendues à Intel, là, il y a 4-5 ans, je crois. Et donc, du coup, eux, à l'époque, nous vendent des algorithmes de détection des panneaux. Et donc, je m'intéresse au truc, tu vois, j'ai 25, 26 ans. Ça te donne des idées quand tu... Ouais, je me dis, c'est trop bien cette techno. Parce qu'en fait, tu vois, l'avantage d'être un entrepreneur qui vient, entre guillemets, d'un endroit où il n'y a pas de cadre d'école, etc., c'est que finalement, tu dois agir avec bon sens et animal, tu vois. Et donc, du coup... moi, le regard, c'est hyper important pour moi, la vision. Parce que je regarde comment tu réagis, ce que tu fais avec tes mains, qu'est-ce que tu te prépares à dire, comment, je regarde au fond si ça va bien, si on enregistre bien. Donc, tu vois, je regarde ce qu'il fait derrière, etc. Donc, c'est important, tu vois. Il me donne le temps. Exact. Donc, en gros, tu vois, je me dis, la vision, c'est ouf. Je commence à lire des bouquins sur tout ce qui est cognition et je tombe sur des chercheurs et de ça qui disent, mais en fait, la vision, c'est 70% de notre activité cérébrale au quotidien. Donc, la vision, c'est ce qui t'occupe le plus d'espace dans le cerveau. Donc je me dis, attends, faut pas être trop gogol là. Si, c'est un canal majeur d'acquisition de l'information. Imagine le raz-de-marée d'infos qu'on va avoir dans les 30 prochaines années, voire plus. Et imagine le cerveau, il va stagner, il progresse plus. On est capable de la même chose en termes de volume de traitement qu'il y a 20 ans. Et donc du coup, je me dis, ce gap entre la masse d'informations et notre capacité à la gérer,
bah, en fait, il va se creuser. Donc, tu es obligé d'avoir des outils qui viennent récupérer l'info, la trier et te donner celle qui t'est essentielle pour survivre et évoluer. Et donc, du coup, je me dis, attends, il y a des caméras partout. Ils l'utilisent tous pour la sécurité. Moi, je suis sûr que, j'en sais rien. Moi, on peut aller pêcher de l'info dans tout ça. Mais dingue. Et en fait, comme c'est le canal le plus riche en termes d'information, la vision, ben, je me dis, mais si les caméras, ça peut faire des trucs de malade. Tu peux savoir si mamie, elle tombe dans la rue, si le chien, il fait des trucs, si la bagnole est garée plus de 3 jours, s'il y a une comète qui est tombée cette nuit, enfin, tout. Et donc, du coup, je me dis, OK, maintenant, tu t'organises, tu vends Coyote et tu montes 22 et t'en fais la boîte de ta vie. La transition est toute faite. Et donc, du coup, finalement, une annonce où le législateur et le pouvoir exécutif t'expliquent ton business, c'est fini. Tu deals un truc avec lui, il te dit par contre, moi j'ai un problème parce que j'ai pas la base de données. Ouais. Tu t'intéresses à comment récupérer de l'info. Ouais. Bah, c'est là-dessus que tu arrives à avoir la next step de ton parcours entrepreneurial. Ouais. C'est quand même dingue parce que nous, on a aussi des clients qu'on accompagne et il peut y avoir dans leur parcours à un moment un gros stop. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça glace et ça gèle un peu et ça... Mais après, tu avais raison, c'est aussi par la force des choses, parce que tu sais, quand on a été interdit, je t'ai dit non tout à l'heure, mais il y a Waze qui arrive juste après. Ah oui, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Ouais, t'as raison. Mais t'avais des discussions avec Waze à un moment ? Ok. Oui, j'ai presque. En fait, ils étaient venus plusieurs fois au bureau chez Coyote, et donc du coup, on n'avait jamais rien construit avec eux, parce que, mine de rien, à l'époque, Fabien me disait... Il y a William, j'en ai 10 comme ça par semaine, des gens qui viennent me vendre leurs applications. Parce que Coyote, ça marchait bien, tu vois, donc on avait le vent en poupe et tout. Et il y avait tellement de monde qui venait le voir qu'en fait, bah, il avait du mal à faire le tri. Donc Waze, c'était une des applications comme les autres qui étaient venus nous voir, tu vois. Waze que tout le monde utilise aujourd'hui. Bah ouais. Carrément. Bah, en fait, on avait gardé un lien avec Yuri, un des 2 cofondateurs de Waze. D'accord. Et le jour où le process s'est passé et tout ça, on s'est envoyé 2-3 messages. Et avant que ça sorte dans la presse, quand il m'a dit que c'était vendu 1 milliard et quelques, là, je me suis dit, waouh, pour un GPS communautaire, on a failli faire le move à un moment en plus, nous aussi, mais on l'a pas fait. Ouais, mais mine de rien, aujourd'hui, tout le monde a Waze. Moi, j'ai Waze dans ma voiture, mais j'ai quand même un Coyote, tu vois. C'est vrai, t'as un Coyote à côté ? Ok, cool. Ouais. Bah pareil. Mais c'est parce que tu roules trop vite, monsieur. Non, c'est parce que j'aime l'effet communautaire. Mais c'est vrai que la communauté, t'as vu quand tu roules sur ton Coyote sur Waze, bah, tu vois, l'effet communautaire, je l'utilise pas trop, tu vois. Alors que sur Coyote, peut-être un peu plus, tu vois. Bah en fait, moi quand je roule pas sans Coyote, quand je roule sans Coyote, je me sens un peu tout nu sur la route. Ah ouais. Je me sens pas protégé entre guillemets. Carrément. Et donc du coup, après je roule vite, donc du coup c'est sûr que c'est mieux d'être protégé, quoi. Bon bref. Et de fil en aiguille, tu vois, cette vision par ordinateur, elle me permet de tester chez Coyote. Donc Coyote, c'était des petits smartphones qu'on achetait en Chine, qu'on caseait autour, mais on cachait toujours la caméra. Là, on l'a un peu ouverte, on a mis l'algorithme derrière, on a fait le tour du pâté de maison à la Défense, 95% ça a détecté de panneaux. Okay. Donc là, je me suis dit, mais la techno, elle marche vraiment bien, quoi. Et donc, j'ai fait, on va dire, un workshop sur ce sujet-là, dans le sens où j'ai regardé combien il fallait d'images pour qu'un algorithme apprenne et reconnaisse avec performance dans la vie réelle. Okay. Et en fait, le deep learning, à l'époque, c'était assez basique et ça marchait déjà bien. Ça marchait déjà bien. Ouais. Donc, c'est là où... Ça, tu me parles d'il y a 10 ans. Je te parle de 2010. Ah ouais, 2010, donc il y a plus, il y a 15 ans. Waouh, on prend une gifle. Oh non, ça c'est dur ça. Bah, t'as commencé suffisamment tôt pour que ça soit ok. Je suis encore jeune, waouh. Et alors, il y a un sujet aussi, du coup, avant de basculer vraiment sur ce que tu fais aujourd'hui sur 22, c'est que du coup, tu décides à un moment d'arrêter l'aventure Coyote. Oui. Pour un entrepreneur, c'est quand la maturité où tu te dis ok, je vais passer à autre chose, ok, je vais revendre mes titres. Ouais. C'est quoi le déclic? Parce que beaucoup se posent la question de savoir est-ce qu'on va pas faire l'année de trop, est-ce que c'est le bon moment pour vendre, etc. Toi, de ton côté, c'était quoi le bon moment? Je pense que pour un financier, j'ai vendu trop tôt. Mais moi, j'ai raisonné plutôt autrement. J'ai dit, voilà, interdiction, derrière Waze. Nous, on flatte un petit peu avec Coyote. C'est un produit franco-français. J'ai essayé, avec toutes les équipes Coyote, d'ouvrir l'Espagne et d'ouvrir l'Italie. Donc, on a mis en place des grosses stratégies. On y a été, on a ouvert des magasins. Ça ne marchait pas. Parce que c'est culturel. Bah ouais, carrément. C'est carrément culturel. Carrément. On est des Français, quoi. Tu vois. Non, mais oui, mais le gendarme que tu as envie d'esquisser, le petit appel de phare que le mec sympa te fait. C'est ça. Je suis pas persuadé qu'en Allemagne, le mec qui arrive en face et qui a vu un gendarme, il te fasse l'appel de phare. Exactement. Il va plutôt l'être dénoncé. Enfin,
en Suisse peut-être te dénoncer en disant tiens, j'ai croisé un mec qui allait un peu trop vite, tu vois. Non, mais tu as raison, c'est culturel. Donc je me rends compte de quoi? J'ai 27 ans, j'ai des sous, je vis dans une prison dorée parce qu'on n'arrive pas à aller à l'international et on vend un monoproduit. Donc alors déjà avec Coyote, tu gagnais déjà bien ta vie. Oui. Donc, tu n'avais pas besoin du cash-out pour... ça fait toujours du oui, tu en as eu besoin, mais oui. Parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de valeur patrimoniale, mais qui, globalement, n'ont pas encore suffisamment bien gagné leur vie dans le cadre de la start-up qui déploie, tu vois. Coyote, ça marchait financièrement très bien. Et donc, du coup, oui, j'avais un beau salaire, j'avais des beaux dividendes. Et puis, à ce moment-là... Vous n'aviez pas d'investisseurs à l'époque? Si. On avait fait rentrer 21 Partners. C'est un fonds d'investissement, c'est le fonds de la famille Benetton qui est à Paris. Et ensuite, on avait tenté un IPO sur Euronext, donc avorté juste avant. Okay. Et il y avait HLD, qui était rentré au capital et qui avait racheté les parts. Justement. Et pourquoi la IPO, elle rate? Conjoncture pas très bonne, 2-3 intros qui ont déprécié très vite à l'introduction juste avant, dans les jours qui précédaient. Toujours une épée Damoclès sur la légalité. Enfin, tu vois, on pensait que ça allait performer, mais on a eu un intérêt à racheter le fonds plutôt que de s'introduire. Parce qu'on savait qu'on allait pouvoir remonter la valeur de la bête derrière. Donc, on avait trouvé un autre fonds pour pouvoir aller plus loin, plus haut. Sauf que c'est à ce moment-là où, avec Fabien, on discute et qu'il dit, bon, ben oui, je suis un peu cramé, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai plus envie de gérer comme je viens de gérer là, ces dernières années. On va mettre cette personne-là. Et cette personne-là, qui était un dirigeant français qu'on peut connaître dans la presse, j'ai pas réussi, quoi, tu vois. C'est pas... Et puis, de toute façon, après, il fallait faire continuer l'entreprise et pas forcément, il n'y avait pas forcément des gros challenges, des gros défis. Donc j'ai 27-28 ans, même 27, je me dis bon, prison dorée encore longtemps ou je m'ouvre au monde et je pars avec mes noisettes que j'ai fait pendant cet hiver et du coup je vais pouvoir les dépenser cet été. Et donc tu vends tout? Ouais, tout, 100%. Peut-être bête, mais écoute, l'opportunité, je propose à Fabien, il me dit peut-être bête, sous réserve de ce que tu construis derrière, et je pense que tu as... la valo, ça n'a rien à voir avec les valos qui se sont faites un peu plus tard, mais c'est pas grave. Mais tu es repartir sur autre chose. Voilà, et puis surtout, ce que je me suis toujours dit, c'est que moi, Fabien, il m'a offert quand même le fait de m'associer à lui. C'était son idée au début. Moi, j'étais un vendeur d'avertisseurs de radar. J'ai pas eu l'idée de Coyote. D'accord. Donc, du coup, j'ai pris le train en marche au moment où ça se lançait. Et tu dois tout à ce gars-là, tu vois. De 20 à 30 ans, il m'a fait ma vie, tu vois. Donc, je suis parti avec ce qu'on m'a proposé, ce qui était très bien. Hein. À moins de 30 ans, c'est inédit même. Et ensuite, j'ai reposé quelques millions d'euros sur 22 parce que j'avais vraiment cette vision de faire l'OS de la vision future pour aider l'humanité à mieux voir ou en tout cas à ne plus se concentrer sur les tâches répétitives et basiques, tu vois. Il se dit que tu as réinvesti beaucoup de ton cash-out de Coyote dans ta nouvelle aventure entrepreneuriale. Mmh. Oui. En fait, le problème, c'est que j'ai eu l'idée trop tôt. Et le marché s'est pas ouvert. D'accord. Le marché s'ouvre maintenant. On le voit, hein, là, on crante avec des très gros comme Decathlon, comme CMA, CGM. Ça y est, ça part et ça commence à scaler. Mais mec, j'ai commencé il y a 10 ans. Du coup... Donc toi, l'IA, ça fait 10 ans que tu es dessus. Tu te dis, hé les gars. Et au début, mais tant mieux, il y a eu un grand sommet, on le disait en intro oui, cette semaine. Oui, je mérite ma place. Donc là, tu peux être au premier rang, mais tu vas nous raconter, ça va être super intéressant. Mais du coup, tu prends le choix... au lieu d'aller lever des fonds, alors tu en as levé des fonds auprès d'investisseurs, on y reviendra parce que tu viens de clôturer un tour super intéressant, mais initialement, tu mets beaucoup d'argent dans ce premier projet. Ben ouais, t'as pas trop le choix parce qu'au début, j'ai pas forcément une idée claire et j'ai pas de plan ou de structure ou de BP. Donc en fait, je me dis, soit j'embauche une équipe de 30 personnes, je vais chercher dans des labos des chercheurs, des ingénieurs, etc. et je mets en place donc justement un espèce de laboratoire de recherche autour de la vision par ordinateur.
soit je fais un produit mono use case, etc. et je vais lever des fonds dessus. Et donc là, je m'éclate à mettre quelques millions d'euros sur une équipe de 30 personnes pendant 4 ans. Et même, c'est monté à 50 Donc, personnes. Personnellement, tu nourris 50 personnes, 3-4 ans. Alors attention, il y a le chiffre d'affaires qui est arrivé aussi à un moment. Sûr. On a fait des POC, on vendait des 20 000, 30 000, 100 000, 200 000. Donc, on a réussi à équilibrer la boîte sans que je remette de cash la 3e année. D'accord. Ouais. Mais ouais, on a cramé 2 ans et demi, 3 ans, beaucoup de cash. Aujourd'hui, déjà, pourquoi tu t'es appelé cette boîte 22 ? Parce que 22, c'était notre groupe de musique avec Dame, mon associé, quand on était jeune. C'est avec 22 qu'on a fait... Le fil rouge se poursuit. On se l'est tatoué sur nos jambes et ici un peu plus tard. Mais voilà, en fait, on veut faire de 22 une marque, une entreprise internationale industrielle forte, et on veut en faire quelque chose de fort, tu vois. Donc, commencer par 22 à la base, c'est parce que quand on allait en boîte de nuit, on faisait toujours ça dans les photos et ça faisait 2 x 2 et du coup petit à petit on s'est appelé 22, mon label s'est appelé 22, ma holding de Coyote s'appelait 22 Holding, Invest pardon, et toujours, donc c'est resté. Incroyable. Vraiment super intéressant cette anecdote. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que fait aujourd'hui 22 ? 22 a fabriqué un produit logiciel qui s'installe derrière les caméras existantes de sécurité ou des nouvelles et permet d'analyser le flux vidéo. Et toi, utilisateur, tu lui demandes ce que tu veux, un peu comme tu demandes à ChatGPT de te faire une rédaction de mail ou quoi. Nous, on se déploie, mettons, dans un port. On est derrière 200 caméras d'un port et Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, il peut dire dis-moi quand il y a le bateau numéro tant qui arrive, dis-moi quand il a déchargé 18 conteneurs, dis-moi s'il y a un conteneur qui tombe, dis-moi quand le camion. Et en fait, tu peux tout voir là où tu n'as pas le temps d'aller voir. Et ça te remonte toutes les infos que tu veux. Et aujourd'hui, on a atteint le niveau de reconnaissance de l'humain dans notre produit. Et donc, du coup, qu'on s'installe en cloud ou en local, donc avec un petit serveur derrière ta caméra, derrière, c'est relié à Internet. Tu as accès à des tableaux de bord où tu vois tout ce que tu as préparamétré et demandé à notre produit t'arriver automatiquement. Et tu chaînes ça avec tes systèmes, ce qui fait que, j'en sais rien, moi, tu peux... Et tu fais du sur-mesure, du coup, pour chacun de tes clients. Ça le fait tout seul. Moi, j'ai développé des algorithmes pas du tout sur mesure. Je leur ai appris la complexité du monde et des scènes complexes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est détection d'objets, tracking d'objets, détection de personnes, suivi de personnes, tout ce qui est ensuite les règles de zone, de temps, etc. Et toi, tu viens de servir de mon outil comme si c'était une mallette à outils, si tu veux, que tu viens opérer, mais pour la vision. Et pour ceux qui nous écoutent, très concrètement, c'est quoi les cas d'application ? Alors, tu nous as expliqué j'ai 3 verticales. Ce que c'est que pour un port, par exemple, CMA CGM, qui, sauf erreur de ma part, est un de tes investisseurs. Exactement. Okay. On a trois grosses verticales aujourd'hui qui marchent bien. La première, malheureusement, j'ai retourné ma veste. Je travaille pour la police. Voilà. Tu vois, voilà, c'est Coyote. Non, mais pour le coup, tu vois, la police, on distribue ce logiciel-là à des fins d'enquête vidéo pour retrouver des crimes, etc. Donc, on est fiers de ça. On est déployé dans les centres de recherche. On travaille aussi à protéger nos bases militaires, tous nos assets stratégiques en France. Donc, on est vraiment content de bosser pour le ministère de l'Intérieur. Vous avez un gros sujet défense aussi. Ouais, très, très gros. Et de toute façon, cette techno vient de là. Elle a été faite à la base pour les caméras, donc c'était vraiment sécurité. Par contre... Donc ça, c'est votre premier gros pilier sur la défense. Mais aujourd'hui, c'est un frein. Parce que ça fait peur, cette technologie. Et le fait que ça fait un peu Big Brother. C'est ça, complètement même. Et du coup, le fait que tu bosses avec les flics, les clients dans le retail, sur la 3e verticale, il dit, OK, ça rassurait il y a 1 an ou 2 parce que ça prouvait que tu étais sérieux. Mais aujourd'hui, ça peut être polémique de te prendre toi en boîte qui bosse pour le ministère de l'Intérieur, l'armée, etc. Comment tu gères ça ? On ne communique pas trop sur le côté défense et sécurité. On coupera ce moment alors. Non, ça ne me gêne pas parce que je l'assume vraiment complètement. Je trouve que c'est bien de passer par cette étape-là quand tu veux faire des IA qui fonctionnent bien, tu vois. Et pour le coup, c'est pour moi du crédit. Ouais. Ça fonctionne bien, la preuve, ils l'utilisent. Après, est-ce que c'est quelque chose que je veux garder à long terme ? Non. Mais j'en discute avec eux. Il faut aussi qu'ils soient prêts à reprendre ces assets-là. On a des rôles d'évangélisateurs et de créateurs. Donc, on crée le logiciel, pourquoi pas pour le céder plus tard au pays. Donc voilà, ça c'est la première verticale.
La deuxième, c'est ce que je te dis juste avant, c'est transport et logistique, parce que c'est fou. En logistique, ouais. Bah oui, c'est immense, tu as des trucs partout et tu as le temps de rien voir. Et tu perds des tonnes d'argent quand tu perds un conteneur, tu vois, ou même une bine ou une bannette dans un centre de tri. Et puis la logistique, c'est des mouvements perpétuels avec des machines, beaucoup d'humains, etc. Donc, tiens, telle palette, elle est toujours là, pourquoi ce camion-là n'est pas encore chargé à 100%. Qui a déposé, alors ça c'est mon expérience personnelle, mais tous mes étés, moi de 16 à 20 ans, je bossais dans une entreprise de transport. J'étais sur le quai, sur les petites motos, et je transportais les palettes qu'il fallait décharger d'un camion pour aller le mettre de l'autre côté de l'entrepôt au bon endroit. Et c'est vrai que des fois, il y a des palettes qui se retrouvaient dans un rack où ils ne devraient pas, etc. Et vous, c'est ce que vous traquez aussi. Exactement. Mais il y a des palettes, des fois, elles sont chargées d'iPhone 16, tu vois. Et ça vaut 1 million d'euros, le truc. Et le truc, il reste dehors. Donc tu bosses avec les grands groupes internationaux de logistique. De toute façon, on s'est dit, on va à fond avec les aéroports, le ferroviaire et tout ce qui flotte. Donc les ports, donc CMA CGM qui est rentré au capital. Les aéroports, on bosse énormément avec ADP. On essaie de développer beaucoup de choses autour d'ADP, c'est-à-dire l'avion quand il arrive, checker que le fuel arrive bien à la bonne heure, que le repas arrive bien à la bonne heure, que les bagages aussi. Que les valises vont bien être déchargées. Elle est passée où la valise numéro X qu'on a perdue, et en fait, tout ce qui évite le retard. Tu vois, et les trains, pareil. Parce que ça leur coûte un pognon de fou, les retards d'avion. On ne s'imagine pas, mais ça a une... Et même entre aéroports et compagnie, il y a des griefs en fin d'année, on parle en centaines de millions, juste à Roissy. Donc, c'est énorme le ROI qu'on peut apporter là-bas. Et à côté de ça, tu as aussi la SNCF qui est à notre capitale. Et la SNCF, 55 000 caméras déployées en France, c'est le plus gros possesseur de caméras. Moi, t'imagines bien, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, il y a des choses à faire, quoi. Bah ouais, grave. Alors bon, c'est un peu plus compliqué parce que c'est à moitié étatique, à moitié, bon bref. Mais et la loi est toujours pas posée, tu sais, en France. Donc du coup, c'est toujours compliqué pour nos technos, temps réel. Bon, ça, c'est la deuxième verticale. Et la troisième qu'on vient d'ouvrir et que j'adore, que je préfère de toutes, c'est le retail. Parce que, tu sais, j'ai eu pas mal de sites internet avec Coyote, etc. Tu vois, et on utilise tous Google Analytics pour savoir ce que fait notre client, pourquoi il ne clique pas là, pourquoi il achète là. Combien de temps il est resté sur telle page. Combien de temps il est resté. Est-ce que c'est pertinent d'afficher ça à ce moment-là, etc. Où est-ce qu'on va mettre le call to action, etc. Mais du coup, tu vois, tu dépenses des centaines de milliers d'euros dans des outils qui viennent regarder ce que tu fais, le parcours client, alors que ça représente 20% du business des entreprises, les sites web. 80% de leur business, c'est le physique, le business physique, donc les magasins. Et là, ils n'ont aucune data. Ils ont le nombre de personnes qui rentrent, le nombre de personnes qui sortent, et basta. Tu vois, tu n'as rien d'autre. Donc, nous, on est arrivé en disant, écoutez, nous, on se met derrière les caméras qui existent. On peut vous dire déjà combien il y a de personnes qui rentrent. Est-ce que c'est des adultes, des enfants, des hommes, des femmes? Comment ils sont plutôt habillés? Quels produits ils vont toucher? Combien de temps ils restent? À un moment, tu vois, il y a une grande marque dont j'ai parlé, mais de sport en France. Un pain principal, c'est le problème qu'ils ont, c'est les clients qui ne trouvent pas de vendeurs. Parce que c'est vrai, ils sont toujours à droite à gauche en train de faire du réassort, etc. Et toi, tu veux acheter un truc à 1000 balles, sauf qu'au bout d'une minute ou deux, tu n'as toujours pas de vendeur. Tu te frustres parce que tu dis, putain, je suis venu pour acheter un truc à 1000 balles, il n'y a personne qui est venu, allez hop. Exactement, tu te casses et tu vas acheter ça sur le web. Et tu le reçois un peu plus tard. Ils luttent contre ça. Donc du coup, c'est, bon William, on aimerait savoir à quel moment il y a un persona qui est devant un produit qui coûte cher, qui est dans une dynamique de recherche de personnes. À ce moment-là, envoyez l'appel vendeur. Et donc là, le vendeur arrive. Et tu vois, on bosse sur toutes les problématiques avec des objectifs d'augmenter le chiffre d'affaires. Toujours en respectant la propriété individuelle et ne pas, enfin, on ne va surtout pas dans l'identification. Oui, parce que ça peut faire peur. Oui. Donc, les personas sont des statistiques, l'appel vendeur, c'est du temps réel, mais c'est pour venir aider le futur acheteur. Mais les applications, du coup, cet outil, il est quasiment illimité et ça peut être parfois dangereux. Vous vous êtes fixé des limites? Oui. On a un comité éthique que j'ai créé en 2017, qu'on fait tous les 2 mois, où on passe en revue. Ce n'est pas un comité éthique politique, c'est un comité éthique vraiment pragmatique et opérationnel. On passe toutes les futures fonctionnalités qu'on va intégrer au produit et on dit ça, c'est pas éthique, on le passe comme ça. Ça, on le fait pas. Ça, on le fait. Et du coup, au regard de cette liste du comité éthique, tu as déjà refusé des gros contrats? Oui, c'était pour de l'armement. C'était pour, je peux le dire, mais c'est des missiles à tête chercheuse. Et sur les X derniers mètres, ils voulaient prendre le relais avec la vision par ordinateur pour être encore plus précis sur l'objectif. Et donc, du coup, tu vois, tu pouvais détecter, avec de la vision par ordinateur, quelqu'un habillé en gris ou quelqu'un habillé en rouge, tu vois. Donc, c'était vraiment les derniers mètres. Et ça, on a dit non.
Et donc j'imagine que dans le comité éthique, il y a une règle, pas de solution pour des entreprises létales. En fait, c'est ça. On ne veut pas, directement ou indirectement, avoir affaire à tuer des personnes. Déjà ça. Et ensuite, on veut pas... Tu disais que tu étais un mec sympa tout à l'heure. C'est mieux, non, quand même, de ne pas tuer des personnes. Continué de l'être. Non, mais c'est redoutable comme technologie, vraiment. Hein. Donc ça, on a dégagé. Mais il n'y a pas un risque, parce que, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu as un mec sympa, tu mets un comité d'éthique, etc. Mais il y a peut-être des gens un jour qui vont se dire, mais il y en a qui le font déjà. De toute façon, Thales, MBDA, tout ça, toutes les boîtes qui bossent déjà dans l'armement, ils le font. Donc tu leur laisses, c'est ça, tu leur laisses le job. Tu dis non aux millions d'euros, parce que c'était un contrat à plusieurs millions d'euros, mais je peux te parler aujourd'hui sans langue de bois, quoi. C'est ça l'avantage. Carrément. Après, par contre, là, c'était rare, tu vois, c'était la première fois. Ce qu'on arbitre plutôt, c'est une mairie qui nous demande de détecter les caravanes. Oui, on sait que c'est pour repérer une certaine communauté quand ils vont arriver dans la ville. Ou sinon, un gros groupe français qui nous dit on veut repérer les personnes au sol. Pourquoi ? S'il y a des gens qui chutent, ouais, mais alors c'est pas personne au sol, c'est la dynamique de chute que tu veux. Donc on a appris plutôt la dynamique de chute que les personnes au sol, parce qu'on savait très bien que c'était pour repérer les sans domicile fixe. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, tu vois, où il faut faire attention de la manière de développer. Mais du coup, ça rejoint un peu le débat global. On parlait tout à l'heure de l'IA Summit qui a eu à Paris. Ouais. Ces questions éthiques étaient très présentes. Oui. Dans le débat, quel est le rôle que tu veux avoir sur le débat de l'éthique et de l'IA ? Parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, on le présente aussi beaucoup en France comme un sujet central au cœur de ces débats sur l'intelligence artificielle. Moi, tu te positionnes comment là-dessus ? Je veux pas de rôle sur l'éthique, je veux faire du chiffre d'affaires. Et l'éthique, je pense que c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, mais j'ai pas envie d'en parler plus que ça, tu vois. J'ai pas envie de prendre un rôle sur la scène française. Elle est déjà bien engluée dans le légal, dans les autorisations, etc. En fait, c'est pas mon intérêt. C'est de montrer avec transparence notre bon sens, notre authenticité et nos règles sur le développement de notre logiciel à nos clients. Le reste, en fait, les journalistes viennent souvent me poser des questions sur ça, mais en fait, on focus trop sur ça en France. On en fait vraiment quelque chose de super important. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à créer des géants, parce qu'on se pose peut-être trop de questions sur l'éthique, alors que ce que tu es en train de me dire en mode, moi, mon target, c'est chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Mais oui. C'est ton objectif principal. En fait, quand tu as le chiffre d'affaires, après... tu seras peut-être plus légitime pour parler d'éthique. Déjà ça, tu as raison. Tu auras eu plus d'exemples, exactement. Mais surtout, tu n'es plus accroché à leur on va dire, leur tempo. Ils font un événement, les AI Summit. Moi, quand j'y vais à les AI Summit, on va en parler, mais c'est trop légal encore, tu vois. C'est trop inclusif, c'est trop... Oh, on fait des mathématiques. Alors oui, c'est une arme de guerre derrière, mais c'est des mathématiques. Donc, posez des lois, donnez des choses claires, mais s'il vous plaît, venez, on arrête de parler de tout ça. Mais Ils font trop de politique autour de l'IA. Ouais, mais carrément, le marché est né. Et en fait, ils ont vu que ça allait être gros, donc ils essaient de s'en emparer juridiquement. Toi, ça fait 10 ans que tu essayes de le faire. Ouais, moi, j'ai tout cramé avant. Mais... non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est tu as l'impression que le montgolfière est en train de s'envoler et ils s'accrochent tous à des cordes. Non, tu pars pas. Il faut que d'abord on fasse ça, on soit plus inclusif. C'est bien de penser à tout ça, mais c'est pour moi mathématiquement secondaire, tu vois. Un OpenAI aujourd'hui, ou d'autres comme DeepSeek, etc., pensent d'abord au calcul mathématique et ensuite ils construisent une grosse structure. Mistral a commencé par être un laboratoire avant de trucs. Donc, je sais pas, il y a un truc qui sonne faux dans tout ça et j'arrive pas à te dire d'ailleurs, quoi. OpenAI a commencé à exploser. Enfin, je sais pas s'ils ont commencé à exploser, mais en tout cas, se sont séparés de leur... vision très... quand il y a Trump qui est arrivé, c'est ça ? Non, très philanthropique. Tu sais qu'au début, c'était une association à but non lucratif, jusqu'au moment où ils se sont dit un peu que ce que tu es en train de me dire. Hein. Allez les gars, maintenant, il va falloir le vendre, il va falloir sortir les milliards, parce que si on veut être un leader dans l'histoire, il va pas falloir qu'on commence à se demander pourquoi l'IA pourrait servir l'humanité. J'ai l'impression que ça vient faire... C'est une impression, je pense pas à 100% ce que je dis, hein, mais là... j'ai l'impression que c'est un pansement pour que les gens réfractaires soient un peu plus contents et puissent y aller petit à petit avec des sécurités, tu vois.
pose tes lois. Ça doit pas tuer, ça doit pas identifier, ça doit pas ci, ça doit pas ça, ça doit servir à sauver, ça doit servir à ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, une arme, t'as pas le droit de la porter dans la rue. Et il y a des lois, c'est clair. Tu as une valise, tu dois enlever ton chargeur, tu dois ci, tu dois ça. Donc en fait, s'il y a des lois pour tout, pourquoi on pose pas des lois sur ces technologies-là? Parce qu'on comprend rien. Et en fait, c'est un des gros problèmes, tu vois. C'est que le politique essaie de se saisir de ces sujets mathématiques, mais je te jure, hein, on en fait des allers-retours. On est quand même dans des lieux communs. J'ai écouté une interview dimanche soir. C'est vrai qu'on est beaucoup dans le lieu commun. Alors, c'est vrai que c'est très difficile aussi d'arriver sur un 20h de France 2 et commencer à leur parler mathématiques. Alors, la descente de gradient. Ouais, voilà, de mathématiques, etc. Donc, on reste sur la couche la plus standard. Mais... Et on a du mal à avoir des scientifiques qui savent en parler de manière ludique aussi. En fait, donc on est dans un autre monde, et ce qui essaie de rapprocher le monde scientifique du monde de tous les jours, c'est vraiment, voilà, vous inquiétez pas, il faut être éthique, il faut être inclusif, ça va mettre tout le monde au même truc. Ouais, bon, on verra. Hein. Moi, ça fait 10 ans que je galère, que j'essaie de faire du chiffre d'affaires. Pour revenir aux 10 ans, je veux retourner sur le volet peut-être un peu plus entrepreneurial. Ouais. Tu dis, voilà, il y a 10 ans, moi je me lance, je mets des millions sur la table et je m'entoure de 30 jusqu'à 50 personnes. C'est qui ces 30-50 personnes? Tu as un noyau qui est un noyau ultra opérationnel, commando, qui lâchera jamais, même s'il y a une bombe nucléaire sur l'entreprise. Donc ce noyau, c'est Dame, mon associé historique du groupe de musique, et Thibaut, que j'ai emporté de chez Coyote aussi, qui est le directeur marketing aujourd'hui, qui sont finalement les 2 personnes qui sont là depuis le début et qui sont associées à l'entreprise. Ensuite, ce noyau grossit un peu avec des gens autant engagés et avec autant d'ADN, tu vois. Et dans ces gens-là, l'objectif, c'est d'être pluriel. Qu'il y en ait un qui soit docteur en mathématiques, orienté sur la computer vision en intelligence artificielle, l'autre qui est docteur en computer vision, mais plus orienté sur le DevOps et les plateformes logicielles, l'autre qui est ci, ça. Et en fait, on a réussi à se faire une petite équipe noyau dur de 5, 7, 8 personnes. Ça, c'est ton commando? Ça, c'est mes commandos, ouais, autour. Et je sais qu'on va à la guerre ensemble et on mourira ensemble. Et après, on prend des gens et... qui nous aiment nous suivre, quoi. En gros, soit ils se fusionnent à ce groupe-là et ils grandissent de plus en plus, comme c'est le cas en ce moment. Là, on est plus même une quinzaine à être dans ce commando-là maintenant. Et ensuite, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Et on est assez dur sur ça parce qu'il faut que dans ta boîte, les gens correspondent à ta mentalité, à ton envie, à ta vitesse, à tes valeurs. Voilà, c'est plus qu'une entreprise. C'est un lieu où tu viens exécuter une mission, tu vois. Et la mission, c'est faire l'OS de la vision en 2030 et d'être partout, mais non visible, discret, mais pas secret. C'est un peu notre mantra, tu vois. Et on essaie de tout arracher pour arriver à cet objectif. Comment tu arrives à infuser ça, toi en tant que fondateur, avec ton commando? Comment, aux nouveaux entrants, tu arrives à les piquer? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que, je ne vais pas faire de généralité, mais que les gens sont très mouvants dans leur choix de boulot, très consommateurs. C'est-à-dire qu'on va piquer un peu là-bas, puis après, on va trouver une autre aventure. Et puis voilà. Comment toi, comment 22 arrive à fidéliser, à faire en sorte que les gens, quand ils rentrent chez toi, ils y rentrent parce qu'ils veulent poursuivre une mission? J'ai l'impression qu'il faut incarner qui tu es, montrer tes propres valeurs fortes, avoir une personnalité, avoir beaucoup d'énergie. Et en fait, si tu es, toi, authentique avec ces valeurs-là, que tu les diffuses, et finalement, tu résonnes comme un aimant. Et les gens qui sont un peu comme toi ou qui se reconnaissent en toi, ils viennent te voir. Donc, il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être généreux, mais il faut être dur derrière. Ouais, dur, j'allais y venir justement. Ça veut dire que dur, ça veut dire intransigeant avec ses valeurs. C'est que avancer. Celui, par exemple, qui rentrerait un jour et en fait qui n'a pas compris la mission ou qui ne joue pas le jeu, il sort. Il sort. Bah ouais. En fait, c'est ma mère en CE2 qui m'a dit ça. Elle m'a dit « Putain, William, ils disent tous tu peux mieux faire sur le bulletin. Tu les connais, les règles du jeu ?» Bah oui, il faut avoir au-dessus de 10. Bah oui. Alors pourquoi tu joues pas le jeu? Joue le jeu. Bah là, je fais pareil, en fait. On est gentil, on est émotionnellement ouvert. Venez, on veut aller conquérir le monde. Par contre, les règles, c'est le capitalisme. Donc c'est la TVA le 19, l'URSSAF le 15, le 25 les salaires, les investisseurs, les parts, les ci, les ça, et on rigole pas avec ça. Et là, il faut faire monter le chiffre d'affaires parce qu'on perd de la valeur sinon. Et en fait, quand tu connais les règles du jeu
et que tu fais rentrer des gens qui sont composés comme toi, bah ça y va, tu vois. Enfin, après, je te dis pas qu'on n'a pas de problème, hein. On a souvent des problèmes, on a souvent des trucs, mais on essaie de les traiter humainement. Tu vois, j'ai eu 2 ou 3 fois à faire partir 20 personnes d'un coup, parce qu'on est just en cash dans les mois qui arrivent et qu'on peut pas remettre et tout ça. Eh ben, bonjour, petits entretiens individuels avec chacun, voilà, la situation c'est ça, on passe pas dans 8 mois, il faut que 20 personnes sortent, est-ce que toi tu te mets disponible et OK pour une rupture conventionnelle? Et tu sais que depuis le début, donc en 10 ans, j'ai regardé l'autre jour, là, on a fait passer dans l'entreprise plus de 300 personnes, d'accord? Donc c'est beaucoup quand même, 300 personnes, et sur 300 personnes, on a eu 2 prud'hommes. Et 2 prud'hommes que j'ai pas gérés et que j'ai voulu laisser déléguer. Donc du coup, tu vois, je suis assez content de ça. On peut se séparer, mais en restant copains. Et moi, un de mes mantras, c'est que si je dois me séparer de toi, je dois tout faire pour t'aider à retrouver un boulot. Et ça marche souvent. Ok, génial. Maintenant, sur la levée de fonds que vous avez fait avec des tiers, Oui. et on a parlé tout à l'heure du fait que tu as fait rentrer CMA, CGM. Comment ça s'est passé, le process de levée de fonds? Tu as fait rentrer des corporates, Oui. tu as fait rentrer, j'imagine, des VC professionnels. Oui. C'était quoi le plan sur la levée de fonds de 22 millions? Oui. Enfin, 22 millions, c'est peut-être aussi... Ouais, bah, en fait, c'est 16 d'equity, le reste en dette, on arrive un peu plus, mais c'est pour la com. C'était bien. pour la com. Ouais, 22 lève 22 millions. ouais, voilà, Ouais, ça marche fallait que bien. ça le fasse, quoi. Prochain, c'est 222. 222. Putain, là, faut que je m'accroche, hein. Oh oui. Mais comment ça s'est fait? En fait, c'est un constat du marché où j'ai du mal à pénétrer les grosses entreprises en France. Et du coup, je me dis, bon, ben, au lieu d'aller les démarcher en tant que vendeur, je vais leur dire, rentrez à mon capital, comme ça, on déploie chez vous. Et donc, du coup, la série A été faite quand on a eu 1,5 million d'ARR, donc d'annual recurring revenue, Ouais. d'abonnement. Et Donc annual, enfin ARR, Ouais. annual recurring revenue, pour ceux qui nous écoutent, c'est globalement le chiffre d'affaires annuel que Ouais. tu rentres et dont tu sais que l'année prochaine il va se renouveler, C'est puisque ça. globalement c'est dans des engagements pluriannuels que tu as avec tes clients. Exactement. Et le but, c'est qu'il double ou qu'il triple chaque année, si tu veux suivre un bon trend. Et nous, on vend en gros 1000 euros par an par licence. Et une licence analyse une caméra. Donc 1,5 million, c'est X centaines de licences. Et donc du coup, en fait, ce qu'on se dit à cette époque-là, c'est OK, le marché s'ouvre, parce qu'on a réussi à rentrer un peu dans la SNCF, rentrer un peu à droite à gauche, tu vois. Le marché s'ouvre, on fait notre série A, il nous faut du financement pour commencer à fine-tuner le produit et qui corresponde à 3 verticales et embaucher du monde pour vendre. Et donc, on fait ça, mais en vrai, c'est sorti de Covid, le marché n'est pas forcément là et tout. Donc, la série A se négocie en 2 tranches. Une première tranche, donc la moitié, qui est donnée tout de suite, Ouais. et la deuxième tranche qui sera donnée dès qu'on aura atteint 5 millions d'ARR, je crois que c'était, ou 4 D'accord. millions d'ARR. Et donc, du coup, on a activé la deuxième tranche là, il y a très peu de temps. Donc, on a fait la série A sur Quoi, un an. Fin 2024? La deuxième tranche, ouais, on l'a activée fin 2024. Ok. Ouais. Et donc, du coup, à cette activation de deuxième tranche, je me suis rendu compte que la justification pourquoi j'avais pris ce genre d'investisseurs à la série A, c'est-à-dire des gens qui savent me déployer dans leurs propres architectures, donc des CVC, des corporate ventures, eh ben, n'était plus forcément d'actualité maintenant. Donc, on a fait la deuxième tranche réduite de moitié avec les investisseurs historiques, mais on a redéclenché, pour combler et pour correspondre à ce qui était prévu, 3 millions d'ORA. D'accord. Et ces 3 millions d'ORA, Aura, c'est... obligations remboursables en actions. Exact, C'est ça ouais. Oui. Et du coup... Donc c'est des obligations, c'est voilà. pas de l'equity. En gros, on touche le cash, Potentiellement. et à notre série B, on convertira sur la valorisation de la série B, mais avec une décote, parce qu'ils mettent l'argent avant. Ils sont rentrés avant. Voilà, exactement. Nécessairement. Et du coup, là, on dit, bah, on va faire une autre technique. On va prendre un gros intégrateur qui nous met déjà sur plein d'affaires et dans lesquels on est une brique logicielle de ces systèmes qui déploient chez ses clients, type aéroport, port, etc. C'est Soprasteria. D'accord. Et donc Soprasteria, on mis beaucoup dans ce tour-là et on est vraiment content de leur investissement parce qu'ils nous ont onboardé dans toutes leurs équipes et on a des tonnes de sujets qui sont en train de se soulever là. Donc on est vraiment content de cette stratégie. À côté de ça, en effet, moi j'aime beaucoup... Désolé, je te coupe là-dessus, mais il y a un sujet intéressant qui est souvent posé. Alors, faire rentrer des clients à son capital, je trouve ça...
c'est clair, on comprend que l'intérêt, c'est de se déployer chez eux, chiffre d'affaires. Faire rentrer un acteur comme Soprasteria, ça peut poser des questions, puisque globalement, tu fais rentrer potentiellement un mec qui pourrait un jour vraiment te racheter. Et du coup, là-dessus, vous vous êtes posé la question de l'intérêt de cela. En vrai, non. Ça vous a pas fait peur? Parce que globalement, ça pourrait vous fermer le marché le jour où vous voulez vous revendre. J'en ai parlé à Capgemini avant. D'accord. J'en ai parlé à BCG avant. Et ça posait pas de problème parce que de toute façon, c'est des auras, ça sera converti en série B. Et aujourd'hui, j'essaye par tous les moyens de bosser avec ces intégrateurs. Tu sais, un des trucs importants pour moi, c'est comment passer de ma petite exposition avec mon petit nombre de commerciaux à une exposition mondiale, tu vois. Et quand tu n'as pas beaucoup de moyens au début, tu n'as pas levé des centaines de millions, etc., c'est difficile. Donc Soprasteria, Capgemini, j'essaie de créer une practice chez eux. Donc j'investis moi sur des temps hommes chez eux pour voir les sujets. Soprasteria, je me dis, tiens, c'est bien de voir dans l'autre sens. Je teste. En fait, je suis toujours en train d'essayer de résoudre un Rubik's Cube, tu vois, mais capitalistiquement parlant. Après, je me dis, de toute façon, ça sera une boîte qui vaut plusieurs milliards à terme. De toute façon, je serai aux États-Unis. De toute façon, les investisseurs que j'ai aujourd'hui seront sortis 3 fois et seront rentrés potentiellement, mais sur d'autres valorisations. Ouais. Tout ça est une machine à laver. Le temps habille et déshabille, et travailler, c'est faire et défaire. Tu viens de parler tout à l'heure de l'internationalisation des États-Unis. Oui. C'est un Je crois qu'on en a parlé pour toi aussi. Mais oui. C'est un sujet pour vous, les US? Une question de marché? Mais grave. J'entendais dans un podcast quelqu'un qui disait, qui avait roulé sa bosse déjà, et qui disait, en fait, c'est top en France parce qu'il y a plein de startups qui, au début, vont t'acheter tes outils SaaS, etc. Donc, tu vas pouvoir faire vite, 500 000, 1 million d'euros d'ARR, tu vois. Ensuite, tu vas t'adresser au CAC 40. Et donc là, tu vas faire des POC, des pilotes, et tu vas vite monter à 5 millions d'ARR. Et vite arriver à ton plafond de verre. Exactement. Non mais tu rigoles, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et donc, tu plafonnes. Alors qu'aux US, tu as déjà, le marché c'est x10, mais en layer aussi, tu as des entreprises à tous les niveaux. Donc en fait, ta croissance, elle s'arrête beaucoup moins vite et ton plafond de verre n'existe pas immédiatement. Et c'est souvent qu'on a vu que des boîtes françaises qui réalisaient 5, 7, 10 millions d'ARR, dès qu'elles allaient aux US, ça passait à 30. Et là-bas, en fait, nous, notre 5 millions d'ARR à nous, j'ai l'impression que c'est le 20-30 de là-bas, tu vois. Donc, voilà, j'ai envie d'aller dans un marché où je peux vendre ma technologie, parce qu'en France, il n'y a toujours pas de loi. On est toujours sur une loi d'expérimentation des JO. Donc, j'ai envie d'aller sur un marché où c'est x10, ma technologie est achetée avec beaucoup plus de risques, la culture du ROI est existante et la rapidité et la vitesse est dans la culture. Donc j'aime ça. Avant de revenir sur les US et le marché européen, le marché européen, un peu en fait, il y a pas. C'est encore trop dispersé mais justement il n'y a pas de marché européen. Il n'y a pas de marché européen. Tu vas en Espagne. Alors oui, il faut parler anglais et tu parles anglais avec tout le monde finalement. Donc l'espagnol n'a pas la même culture d'achat que le français, que l'italien. C'est toujours un problème de culture aussi. Évidemment. Moi, tu vois, je suis allé en Allemagne. On s'est confronté en Allemagne à la législation. On n'a rien compris. C'est par land, c'est par. Il faut être autorisé. Donc ça te coûte un bras. Quand t'es pas B2C, hein. Nous on est B2B. C'est peut-être pour ça, hein, parce que Coyote commençait à bien marcher en Espagne, etc. Mais c'était B2C. Là, B2B, c'est trop compliqué. L'Europe, il y a des murailles entre chaque pays. C'est pas du tout les mêmes pratiques. Je vais revenir encore à l'enjeu du summit qu'il y a eu en ce début de semaine. Mais du coup, c'est terrible d'entendre ça parce qu'en fait, on est en train de dire l'Europe doit résister, doit se positionner en empire européen. Mais en fait, tu es en train de m'expliquer que... Pas du tout, quoi. Enfin, les frontières sont encore trop importantes. Peut-être que je ne suis pas assez documenté et que ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Ouais, j'imagine que tu as quand même dû regarder. Oui, mais je me sens... En fait, c'est vrai ce que je dis. Hein. Je sens qu'il y a plus de proximité avec le Middle East, en termes de business B2B, hein, et sur ma technologie. Hein. Il y a plus de proximité avec le Middle East et avec les États-Unis qu'avec... j'en sais rien, moi, avec la Pologne ou l'Allemagne, tu vois. Enfin, vraiment, hein, pour le coup, c'est pas du tout la même chose. Donc, de là à dire des conclusions en mode il n'y a pas d'Europe et il y a des États-Unis, je sais pas. Moi, je sais que je joue le jeu. S'il faut parler européen, je parle européen.
Mais c'est aussi compliqué. Tu dois mettre autant d'efforts de vendre à l'Allemagne que de vendre aux US avec un marché qui est 30 fois moins bien. Donc en fait, où est-ce que tu veux investir après, tu vois ? Exact. Peut-être que c'est plutôt dans ce sens-là que je me pose cette question et je me dis qu'il n'y a pas d'Europe de l'investissement. Non, mais je la comprends. Nous, on accompagne beaucoup de nos clients aux États-Unis et c'est vrai qu'on rencontre ces problématiques aussi avec nos clients qui sont systématiquement confrontés à ces problèmes. Vous avez des applications déjà aux États-Unis ? Ouais. Vous êtes déjà présent ? On bosse pour des marques de fast-food dans le drive. C'est-à-dire que quand on voit arriver les bagnoles, on dit quelle bagnole a pris quelle commande et en fait, ça permet de livrer plus vite et de gagner une quinzaine de secondes sur les livraisons de drive. Ce qui est clé. C'est la formule 1 beaucoup le drive. Comment ? D'autant que les Américains utilisent le toute drive la journée, tout le temps, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Le matin, tu te réveilles, tu vas à Miami, tu vois le drive-thru qui est complet, complet et t'as personne à l'intérieur. Tu vois. Et il y a un vrai enjeu de delivery, c'est-à-dire que toi, t'attends pas 10 minutes qu'on te donne ton café, tu vois. Donc, si devant toi, tu as une famille qui commande plein de choses et que toi, tu es tout seul juste pour ton café, c'est pas juste que tu attendes la famille, tu vois. Donc, du coup, on réfléchit avec ces marques-là, des drives où tu identifies les voitures dans lesquelles il faut livrer les commandes pour aller plus vite. Enfin, voilà, on est en train de transformer le truc, donc c'est sympa. Et ils accueillent comment la solution française, les Américains ? On arrive par des intégrateurs américains. Donc en fait, ils voient une brique technique et technologique. Après, quand ils me rencontrent, ils aiment bien. Et ça les gêne pas. Quand ils vont se rendre compte que c'est un mec de Pablo Picasso qui est en train de leur vendre un truc. Ils connaissent pas. Ils sont passés en avion, ils ont vu vite fait. Non, c'est plutôt dans le gouvernement. On rentrera jamais. Là, ça, tu pourras pas dupliquer le ministère de l'Intérieur, etc. Tu vois là-bas. C'est no way. Tu vas pas à Washington vendre un truc pour la NSA. Alors que t'es un Français, quoi. Tu vois. Mais bon, tu m'as dit que c'était pas ta cible. Et voilà. Que le retail, c'était. Exact. Et pour le coup, le retail aux US, c'est pas mal. Bah ouais, complètement. Il y a un peu du lourd. Tu parlais tout à l'heure, j'ai quand même noté ça. Tu disais, moi, c'est une boîte qui va valoir plusieurs milliards. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Je m'arrêterai jamais. De toute façon, chiffre d'affaires. Donc en fait, il y a plusieurs trucs. Premièrement, l'IA, ça commence. Et je suis là depuis 10 ans. Je suis en train de faire une application sur une technologie qui va émerger là. 2025, on va commencer vraiment à en parler. J'ai déjà des clients. Deuxièmement, le marché est mondial. Et c'est une technologie qui a tellement de ROI, retour sur investissement, que en fait, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas adopté massivement par les industriels. Et donc, du coup, si tu te comportes bien, que tu crées un produit qui est toujours, on va dire, à jour et qui apporte de la valeur et que tu sais bien la marketer, en fait, c'est mécanique après, tu vois. C'est même plus une question de ta vision, tu la tiens, tu la maintiens, elle est loin, c'est faire l'OS de la vision. S'embarquer plus tard dans les drones, les appareils photo, les ci, les ça, tout ton portable. Donc, la vision, c'est ça. L'exécution, c'est que de la mécanique. Et la route pour arriver au milliard, tu le disais, chiffre d'affaires. Oui. Il y a quoi d'autre encore pour arriver à monter une boîte qui vaut plusieurs milliards? Alliance, partenaire, hyperscaler, se mettre sur les plateformes de Google, d'AWS, de Azure, être disponible pour tout le monde dans le monde entier, à n'importe quel moment en temps réel. Donc voilà, c'est être disponible. Et ensuite, je pense... dans un temps 1, c'est être avec les intégrateurs et forcer un peu l'intégration. Donc, te mettre à l'intérieur, être une brique logicielle qui vient, donc du coup, permettre au système d'aller plus vite et d'être plus intelligent. Donc, c'est une alliance de vision, d'énergie, de branding, de ROI. C'est une alliance de tout ça, en fait. Et beaucoup d'envie aussi. Je vois que t'en manques pas. Ouais, on a la dalle. Ouais, ça, tu sais, c'est... Enfin, pourquoi pas nous, quoi. Pourquoi ça serait pas nous? Mais cette envie, elle vient de où? Je sais pas. Je demande souvent à mon psy. Il sait pas. Je te jure que c'est vrai. Je sais pas moi d'où ça vient ça. Pourquoi? Je prends rien. J'ai pas la rage contre qui que ce soit. J'ai juste envie d'aller vite. Quoi, sur des grandes choses. Ta première expérience, t'as goûté à quelque chose où tu te dis mais en fait, je tiens un truc, moi aussi je peux le faire. Ça vient de là. Petit, tu te dis putain, je vois plus de choses que les autres. C'est bizarre. Ils n'ont pas vu ça, et ils n'ont pas vu qu'elle n'était pas contente, et ils n'ont pas vu ça. Donc, tout petit, tu vois, tu te dis, bon, tu es peut-être un peu plus accroché à l'émotionnel des autres, ou trucs comme ça. Après, dans l'adolescence, tu te rends compte que tu fabriques tout seul de la tristesse, tu fabriques tout seul de la joie, tu fabriques tout seul plein de choses. Et je sais pas, j'ai une maman qui est hyper vive et tout ça, et un papa qui est cartésien. Donc, je me dis, tiens, prends le meilleur des deux mondes. Et après, tu vois que... tu deviens un leader en fait, tu vois, de mon groupe de musique, de mon quartier, de mon ci, de mon ça. Donc du coup, je me dis c'est trop bien, tu vois, jongle, continue, tu vois. Et après tu dis le jour où tu es en garde à vue, comment tu transformes? Et là,
je sais pas, je te jure, je fais pas d'efforts et je sais pas trop d'où ça vient. J'aime ce que je fais et je me suis juré, parce que j'ai perdu aussi un peu de monde à qui je tenais proche de moi dans ma carrière, tu vois. Et je me dis, mais vas-y, mais de toute façon, tu te rends compte la chance qu'on a de voir la lumière, de se regarder dans les yeux, de sourire, de sortir et de respirer. Putain, profite, ferme ta gueule et profite, quoi. Et les gens que tu as perdus, tu les as perdus dans quel cadre Par éloignement Non, très proche. Mais c'était mon assistante un peu chez Coyote, tu vois, donc dédicace à elle, Laura, qui est partie d'une méningite foudroyante en l'espace de 4 jours. Et là, tu te dis, mais waouh! Et son papa, à son enterrement, me dit, William, la vie, c'est le mouvement. Ne t'arrête jamais de bouger pour elle, tu vois. Et là, tous les jours, j'y pense. Même là, j'ai frissons quand je te dis, parce que il faut bouger, quoi. Faut pas arrêter, faut pas se plaindre, faut tout donner, En fait, je comprends pas. Mais après, chacun a sa force, tu vois, et chacun a son truc, donc je peux pas trop parler pour les autres. Moi, je me suis imposé de faire les plus grandes choses qui étaient possibles pour mon petit cerveau. Voilà. T'as aucune limite. Bah non, il n'y en a pas. Franchement, on est tous des humains, on fait tous pareil. Et puis voilà, c'est quoi la limite, quoi. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, franchement. J'allais te poser une autre question, je me dis en fait on va terminer là-dessus. Merci, c'était émouvant en plus. Ouais, carrément. Ouais. Et merci pour le toi. partage. Pour le coup, tu nous as donné beaucoup de choses et ça sera, je pense, un super épisode. En tout cas. Et vraiment merci pour ce partage parce que on était sur plein de choses et tu nous as livré, comme tu le disais. Sans filtre et avec beaucoup d'énergie, d'émotion aussi. Donc un grand merci. Ouais, c'est gentil, merci à toi évidemment, aussi. je te souhaite le meilleur pour toutes les aventures que tu nous as racontées. On se voit aux US de toute façon. Carrément, on se verra pour toi à Boston et tu viendras me voir à Miami. Exactement. On est sur le même time zone, donc c'est bon. Non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi aussi. Tes questions sont super brillantes et puis c'est cool d'échanger, donc j'ai pris du plaisir. Merci. Génial. Et on peut te retrouver où est-ce que pour les gens qui veulent s'intéresser, qui veulent monter peut-être une boîte dans l'IA, est-ce que tu es dispo? Tu réponds sur LinkedIn? Ouais, etc. je réponds. Des fois, je mets un peu de temps, mais je réponds toujours sur LinkedIn. D'accord. Ou sinon, directement, venez à 22. Hein. Je propose des démos à n'importe qui, n'importe quand, et plutôt le soir. Donc, un contact LinkedIn, une visite le soir tard, et puis on teste le produit, et puis on rigole. Ok, c'est noté. On l'aura retenu. Merci à toi. C'est et puis gentil. à très bientôt. À très vite, merci. Salut, ciao. Ciao.